Par contre, je suis assez étonnée, je trouve que depuis tout à l'heure, j'entends des choses tout à fait passionnantes et qui s'interconnectent et se répondent, mais il n'y avait pas d'image, ou presque pas, avant l'intervention de madame. Et je pense que si on veut parler de l'amour de l'image et des imaginaires, même si l'imaginaire ne se réduit pas qu'à l'image, aujourd'hui, celle de l'histoire des imaginaires ne peut pas se passer de celle de l'image. Alors, je vais donc vous parler donc de mes interrogations et de mes vies multiples en ouvrant les pistes de réflexion sur les iconographies, puisque j'ai commencé avec le lancement dans les années 90 d'un groupe de recherche sur les images coloniales qui s'appelait l'ACHAC, qui s'appelle toujours, et toutes les questions d'images coloniales et d'iconographie coloniale, vous les trouverez, et je ne vais pas les répéter là, parce que ça fait maintenant plus de 20 ans que ça se diffuse et qu'elles sont connues, vous les trouverez sur le site de l'ACHAC qui s'appelle achac.com. Donc, j'ai donc fondé ce groupe avec peut-être quelqu'un que vous connaissez tous parce qu'il est souvent à la télévision, c'est Pascal Blanchard. Et il est, oui, mais souvent à la télévision quand même. Et je me moque de lui beaucoup avec ça. Et nous étions un groupe de jeunes chercheurs. Et le problème que nous avions, c'est tous chercheurs sur l'histoire de l'Afrique. Et on avait devant nous, on était d'abord d'une génération de l'image, et on avait cet imaginaire colonial qui était si fort, malgré la décolonisation des discours officiels. On ne parlait pas de ça. Dans les années 90, c'était encore, au point de vue académique, un truc dont on ne parlait pas tellement. On en parlait dans les universités en disant... Voilà, on a décolonisé le discours officiel, mais en fait, c'était encore très tabou. Et ces voiles coloniaux brouillaient complètement tout travail sur l'histoire de l'Afrique. Et ça nous a gênés, on en a parlé, et en fait, ça faisait vibrer devant nous des voiles idéologiques du passé sur nos objets de recherche qui étaient vraiment, qu'on n'arrivait pas toujours à saisir. Finalement, ça diffusait l'idée de la hiérarchie raciale tout en la justifiant, sans qu'on puisse retrouver de traces dans les textes. Et c'est là qu'on a commencé à tirer le fil des images. Alors on tirait 1, puis on en a tiré 50, puis on en a tiré jusqu'à 1 million. On a répertorié à nous tous, on était un groupe variable entre 8 et 20, aujourd'hui il n'y a plus de Pascal à la télé, mais on était 20 à l'époque, et on a répertorié 1 million d'images, des images coloniales qui vont de 1880 à 1960, on allait je crois aux années 90, certaines, et c'était un corpus énorme qui nous a complètement noyés d'ailleurs à un moment, et le champ était tellement énorme puisqu'il y avait toutes les colonies, ça inclut aussi les départements d'outre-mer, donc on s'est retrouvé devant un énorme champ de recherche complètement novateur. Et ce qui s'est passé, c'est que cette énorme masse d'objets iconographiques n'avait jamais été travaillée comme matériau d'étude et qu'elle constituait un espace important et un espace maudit de la mémoire coloniale. Bon, je ne raconte pas les histoires sur le FN qui nous a attaqués et sur l'université qui nous a éjectés, qui nous a combattus pendant des années à coups de croche-patte et de toutes sortes de choses, parce que c'était vraiment d'abord c'était novateur, et ensuite il n'y avait quasiment pas de recherche en iconographie, et c'était l'énormité de la chose faisait que l'université n'était pas très encline, alors qu'on était tous chercheurs, à suivre sur ces questions-là. Et le FN, c'est la seule vraiment institution qui a réellement réagi à la première exposition qui s'appelle Image et Colonie, parce qu'on était sur leur terrain. Dans les années 90, il faut s'en rappeler, il n'y avait personne sur ce terrain. Il n'y avait que. Je parle du FN de la papa, on parle de Jean-Marie là. Donc là, c'est vraiment. C'est l'Indo, c'est l'Algérie, enfin bon, on parle de gens qui sont complètement dans la nostalgie et qui ont d'ailleurs toute une légitimité de leur parti construite là-dessus. Et là, nous, on arrive, on déconstruit l'univers colonial et la façon dont la hiérarchie raciale a été produite, diffusée et imposée aux Français pendant 80 ans, et on le démontre. Alors évidemment que ça les gêne à ce moment-là. En fait, c'est en travaillant donc sur la déconstruction de cet imaginaire
en faisant jouer l'image, le corpus, le volume de ces images et l'impact qu'elles ont eu, qu'on est arrivé à une évidence. La mémoire coloniale n'avait jamais été travaillée par la République française, finalement, et elle parcourait en multiples courants la population française, ressortant avec violence à travers les publicités et des autres images contemporaines, puisqu'on nous parle de 90 ans. Alors, on a exposé aux Invalides cette fameuse exposition Images et colonies, qui était, on a fait plein d'autres choses, des colloques, toutes sortes de choses. On a fait un festival du film à l'Institut du monde arabe. Vous y étiez, je vois que vous avez la tête, ça, qui était aussi, qui a montré aussi tous les images, tous les films, tout le passé des films, de tout ce qui existait, tout ce qu'on a trouvé, tout ce qu'on a retrouvé, parce que comme on était aussi dans un purgatoire, les images coloniales elles-mêmes étaient dans l'eau, je le dis, mais vraiment physiquement, elles étaient dans des cartons, dans l'eau, dans des archives, quand elles étaient encore dans des archives. J'ai appris hier que vous connaissez le BUMIDOM, qui est le bureau qui a été mis en place par la France pour aller chercher des gens dans les départements d'outre-mer et pour les faire venir travailler ici, à la Poste et à l'hôpital. Par hasard, les Antillais sont là, on est allé les chercher, et dans le bâtiment. Donc les archives du BUMIDOM en fait n'existent pas et ce sont des compagnies transatlantiques qui les ont, qui viennent de les jeter. Donc on a plus d'1 million de gens qui ont migré en France là, donc l'histoire a été mise à la poubelle. Donc on ne va pas reparler de ça. Donc notre exposition aux Invalides était très intéressante de ce point de vue parce qu'il y avait des vieux coloniaux nostalgiques qui expliquaient à des adolescents multicolores, complètement interloqués, ce que représentaient les tirailleurs et les spahis, la mère Javouet, le BUMIDOM et évidemment Abdelkader. Qui sont quand même dans l'imagerie coloniale des grands... Et puis, depuis les années 60, en fait, les racisés avaient complètement disparu des images coloniales, des images en général, dans la production commune. Et en fait, ce qui fait que de voir ces caricatures pour ces jeunes, ce fantasme blanc de l'autre, montré, expliqué par des historiens, c'était une découverte complètement... c'était insolite pour eux, et parce qu'ils n'avaient pas vu ces images coloniales directement, ils les connaissaient et avaient intériorisé, mais de les voir expliquer comme ça, clarifiait certaines choses et des questionnements. Et des questions, on en a eu, puisque moi j'étais chargée du programme pédagogique, et que là, vraiment, je peux vous dire qu'on en a eu. Alors, eux, maintenant, ils étaient nommés les Blacks et les Beurs. C'était tout à fait nouveau, c'était juste au début de cette affaire-là. On a le glissement sémantique de l'indigène à l'immigré qui est bien connu. Et voilà, nous voilà partis dans des mémoires qui se percutent, qui se racontent, qui s'expliquent entre pieds noirs, tous ces gens qui ont un rapport avec la colonisation. Voilà, c'est là que je suis prise de passion pour le travail des héritages, de l'appropriation, de l'analyse et de la transmission. Et puis à ce moment-là, je suis passée de l'autre côté de la Méditerranée. Je suis partie en Afrique, au Sénégal, pour travailler. Et là, j'ai fait voyager l'exposition. Et une autre exposition qu'on a fait sur les troupes coloniales dans les 2 guerres mondiales qui s'appelait L'appel à l'Afrique, on en a fait beaucoup d'autres, sur le continent, dans 8 lieux. Et là, la déconstruction de l'idéologie coloniale avait un autre impact, parce que j'étais en face de gens qui étaient décolonisés du point de vue indépendant, et qui avaient une relation à cette histoire qui était aussi forte, mais très très différente dans l'entrée. Et donc, c'était important de le voir des 2 côtés. En plus, on parle de 1995, hein, c'est le temps de la multiplication des images en général, sauf en Afrique, hein, parce qu'en Afrique, il y avait quand même beaucoup moins d'images que en France. Et ces images, elles créent des codes qui reprennent les séductions puissantes du graphisme colonial, c'est ce que je disais, c'est que les graphistes eux-mêmes étaient les premiers gens qui devaient décoloniser du point de vue iconographique, puisque c'est eux qui reproduisaient ces schémas. Alors, je vous en montre quelques-unes. Celle-là, c'est l'image du guerrier, donc pour reconnaître certaines personnes dont on a parlé, et puis cette idée du guerrier sanguinaire. Je ne vais pas revenir sur tous les... Vous pouvez retrouver tout ça en ligne sur achac.com. Hein, bien sûr, la couleur noire associée à la sauvagerie, la femme voilée, qui est un de nos... Le fameux mythe de la femme voilée et du fantasme. Mais n'êtes-vous pas donc, voilà. N'êtes-vous donc pas jolie? Voilà, sans le voile. C'est une bonne question. Et bien sûr, le banania, qui est un classique
qui a traversé. Alors nous, ce qu'on montrait, c'était à partir de l'histoire des tirailleurs, l'histoire du banania, jusqu'où ça arrivait dans les années 90, et je vais vous montrer des exemples jusqu'en 2015. Donc cette prégnance des formats et des codes visuels coloniaux, il est encore, aujourd'hui, on en trouve encore des traces. Sauf qu'aujourd'hui, les nouvelles générations ne laissent plus passer. Et qu'aujourd'hui, le public, c'est pas seulement les graphistes blancs qui font pour des blancs, c'est aussi des graphistes issus de la diversité et un public qui n'est plus exclusivement considéré comme blanc. J'ai bien considéré, puisque voilà, on est aussi devenus, les racisés et les populations issues d'immigration, des consommateurs d'images. Pas seulement d'images, d'ailleurs, parce que vous avez remarqué que depuis qu'on consomme, maintenant, on a des shampoings pour les cheveux frisés à la télévision. Vous avez remarqué ça. Donc le capital, il trouve toujours son intérêt. Voilà. Alors, c'est là que commence une autre vie. C'est ce que j'appelle AI, After Internet. C'est l'Internet qui émerge dans ma vie. On est en 1997. Et là, je suis fascinée par ce nouvel outil, puisque je suis déjà chercheuse, et je me trouve happée par la problématique de l'époque qui s'appelle le digital gap, la fracture numérique. Et on est tombé dedans, il faut le dire, parce que du point de vue de l'Afrique, la question est la même. Le nouvel espace créé sera-t-il colonial? Et ça, c'est la grande question, c'est qu'est-ce qui va se passer? La problématique à la mode alors, c'est comment connecter l'Afrique à cette ressource importante. Je vais vous montrer deux, trois... Voilà, c'est un peu cette imagerie-là qu'on voit, le clash, le grand saut. Hein, en un clic, vous allez passer de sous-développé, et alors, dans le sous-développé, on met toute l'imagerie coloniale, du pauvre qu'on vient aider, de la mère Javot, etc., à la modernité, qu'on voit dans les années 50, l'imagerie, le choc entre la modernité et c'est un classique de l'image coloniale, qu'on retrouve dans tout le thème sur le développement miraculeux par l'Internet, un raccourci. Alors les tuyaux, encore des câbles, encore des satellites, tous ces problèmes-là, c'était 1% du trafic mondial, l'Afrique, et les histoires de tuyaux, c'était un vrai problème, sauf moi. Alors moi, j'étais au milieu, et là, mon questionnement à tous les acteurs et tous les spécialistes, puisque j'ai fait partie des grandes discussions sur la fracture digitale de l'époque, connecter l'Afrique, oui, mais pourquoi? Pour qui? Pour consommer quel produit? Fait par qui? Et la question, elle est, pour voir cet espace approprié par les imaginaires européens encore, comment promouvoir l'émergence des productions et des expressions locales? Quel récit est-ce qu'on fait dans ces tuyaux? Alors, ça, c'était les questionnements des années 90 jusqu'en 2000, jusque, disons, des années 2000-2005. Et puis, c'est ce que j'appelle, et je vais finir avec ça, le temps de l'individu. Dans les années 2000-2005, la problématique était alors au partage de la ressource. Elle est si rare et si chère, il n'y a pas d'Internet. Merci Kadhafi, je dirais, parce que c'est quand même Kadhafi qui a beaucoup aidé à avoir une connexion plus importante. Oui, en lançant le premier satellite. Voilà, donc moi, voilà, pour ça je le remercie, parce que j'étais dans ce combat-là de la connexion. Et j'ai quand même eu un centre de formation de jeunes avec 20 postes connectés en dial-up. Hein. Donc, merci Linux. 50K. Merci Linux. Oui. Donc, on sait ce que c'est que la pénurie de l'Internet. Et puis, la question de l'individu. Les jeunes d'Afrique, ce qu'ils veulent eux aussi, c'est exister en tant qu'individus. Et c'est ce que le portable a fait. Pourquoi je dis eux aussi? Parce que à ce moment-là, le peu d'Internet, on a dit « Oh, mais ce sont des Africains, ce sont... » des Noirs ou des pas Noirs d'ailleurs, des Nord-Africains, ils ont l'habitude de vivre dans la collectivité, de partager tout à 250 dans une pièce. Donc une petite connexion pour tout le monde, ça sera parfait, ils vont tous s'en sortir, ça va être super, tout le monde est connecté, puisqu'il y en a un qui est connecté dans le quartier. Bon, il y avait tout un délire là-dessus. C'est plus que le téléphone arabe. Ah oui, alors là c'était toute la communauté avec un tout petit truc. Là. Et puis le portable est arrivé, et là franchement, ça a été bonheur, puisque tout à coup, la grande soif de l'Internet 2.1, on est toujours à 2.1 mais on passe vers 2.0, c'est je suis. Je suis, et donc je suis connecté. Si je vais avoir... Ah, alors vous voyez d'autres... Hein, on retrouve nos schémas, là je viens, en cherchant deux, trois trucs pour aujourd'hui, j'ai trouvé ça. Je dis tiens, ça change pas. Et sur les graphismes qui se répètent,
Voilà ici toutes les couvertures de romans africains dans les 5 dernières années, Saisissant. publiées aux États-Unis. Et c'est Simon Stevens, qui a un super blog, il est anglais, qui a fait cette recherche. Il a fait la même pour l'islam. Régalez-vous. Voilà, alors après vous allez dire oui, mais alors voilà, c'est des stéréotypes, etc. Mais ils ont tous, quasiment tous, une racine coloniale. Et ils ne sont pas uniquement des habitudes graphiques, de couleurs, de schémas. Ils ont tous un sens. Oui. Alors là, on la voit, hein. En plus c'est terrible parce que parfois c'est même la même photo. Donc le manque d'imagination et les bases de données qu'ils utilisent sont quand même très très limités, pauvres petits graphistes. Voilà. Alors, le temps de l'individu, hein, voilà, ma jeune sénégalaise, Just Me. Donc elle le dit. Et ils le disent tous, on a parlé des selfies, on a parlé de... Moi je ne pense pas du tout que ce soit... je ne fais pas du tout la même analyse du selfie que... et particulièrement dans les pays en voie de développement et dans les pays où justement la communauté est obligatoire et la famille est extrêmement importante. Je pense que l'affirmation de soi, elle est encore plus importante et que l'Internet a rempli ça tellement bien que de toute façon, justement, de dire que j'existe, au-delà du groupe, au-delà de la religion, au-delà du quartier, etc., c'est beaucoup plus important encore là-bas. Donc la photo comme mise en scène de soi, hors contexte, hors contrôle social, avec des nouveaux stéréotypes. Alors j'ai le même en monsieur, voilà, en garçon. Facebook, Just Me, ou le récit triomphant de soi. Alors, l'image est non seulement omniprésente depuis lors et leur succession accélérée comme avec Snapchat, mais maintenant, c'est le mimétisme qui est la norme. Et la question de la production de contenu, le storytelling of self, comme on dit en anglais, c'est-à-dire comment se raconter soi, qu'est-ce qu'on dit de soi, reste d'actualité comme partout. Un soi imaginé, hein. C'est pas le soi réel, c'est un soi qui est construit. Oui, c'est la construction du récit de soi. Voilà. Des identités persistantes, ce qu'on appelle dans les réseaux sociaux. Voilà. Mais la grande question de qu'est-ce qu'on dit de soi, et qui dit d'abord, et qu'est-ce qu'on dit de soi, elle est valable partout, puisque sur Internet en général, il n'y a que 2% de producteurs. Il n'y a que 2% de créateurs de contenus originaux. Et ces producteurs de connaissances sont extrêmement rares, donc partout, dans toutes les... Et alors encore plus dans les pays où les gens ne sont pas formés et ils sont uniquement consommateurs. Donc voilà, moi j'ai essayé après ça d'influer sur cette tendance et de former des gens à devenir des producteurs et à aller chercher des producteurs de connaissances et à les amener vers les réseaux. Pour que justement, que ce soit les poètes, que ce soit les résistants, que ce soit les artistes, ces contenus-là soient accessibles à tous. Alors justement, mon dernier et ma conclusion, c'est l'Internet, espace de marronnage. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion créole du marronnage. Hein, le nègre marron étant un révolté et résistant qui s'organise et qui vit hors de la terre du maître et qui prend possession d'un autre territoire et définit ses propres règles. Donc le marronnage, l'Internet c'est un espace de marronnage aussi. Et je pense que c'est l'espace des résistances, de la construction des identités multiples. Ça donne des clés du développement personnel et collectif parce que c'est l'accès à l'information, mais c'est aussi la capacité à produire, à rester propriétaire de son contenu, à dire avec ses propres codes visuels, sa langue, et ça c'est très important, ses mots, son temps de narration, et ça reste la question centrale aujourd'hui. Heureusement, les artistes sont là, et les chefs de file, les défricheurs du cyberespace, ce sont les passeurs de poésie, et jamais ils n'ont eu plus grand public, puisque 3 milliards d'humains sont connectés. Et tout comme Aimé Césaire parlait des armes miraculeuses en parlant de la poésie, les images des artistes marronnent en ligne. Donc c'est le défi de cette nouvelle génération de produire une image nouvelle, déconstruire les codes, changer le cadrage et le point de vue, pour regarder et ne plus seulement être vu. Alors, en conclusion de la conclusion, je vous présente l'artiste Oumar Victor Diop qui a actuellement une très très belle, vous devez le connaître, fabuleux. Il est photographe, il a actuellement une exposition en Bretagne, je ne sais plus exactement, mais si vous tapez vous avez tout, et il a fait toute une série de lui, ce sont des autoportraits dans des situations coloniales connues.
Et là, c'est le camp de Tiaroy, si vous connaissez sûrement, qui est un massacre colonial des tirailleurs qui ont fait grève en 1944 parce qu'ils n'étaient pas payés et qui ont été tués par les soldats, par la France, à Tiaroy, à côté de Dakar. Et donc lui, il s'est représenté comme tirailleur, donc c'est pour ça qu'on voyait le Gabon bananière. J'ai essayé de garder un petit peu un fil là, entre la femme voilée et le Gabon, parce qu'on les retrouve quand même. Et lui, il se représente dans ces situations-là, mises en scène, et donc il réinterprète et les événements, et leur sens, et les images. Il a fait une série extraordinaire sur les portraits des Africains, là c'était pré-colonial, dans toute l'Europe, que ce soit des ambassadeurs, des esclaves de cour, etc. Et tous les portraits, il se représente lui, exactement en copie de ce portrait, avec un ballon de football. Il faut absolument les aller en ligne, c'est formidable. Voilà, donc ce sont les gens qui nous ouvrent des portes. Maintenant, je ne sais pas, Adèle, si tu as 3 minutes pour le film Poésie ou pas. Très bien. Merci beaucoup, Armelle, pour ce